Tu vois ici les 3 modes d'ouverture d'une fissure. Le mode 1 correspond à l'ouverture de la fissure. Le mode 2 et 3 sont des modes d'ouverture où l'on cisaille la fissure. Tu conçois que le mode 1 est le plus critique, car on tire directement sur les liaisons atomiques en pointe de fissure. Tu as remarqué aussi que dans le mode 2 et 3, il y avait du frottement au niveau des lèvres de la fissure. Comme tu le sais, le frottement va dissiper une grande partie de l'énergie mécanique sous forme de chaleur. Tu peux voir sur ce schéma l'évolution de la contrainte sigma YY en tête de fissure. La théorie de l'élasticité linéaire nous dit que la contrainte tend vers l'infini lorsqu'on se rapproche de la pointe de fissure. Tu peux voir ici l'expression de cette contrainte en fonction de x et de la contrainte nominale. Ici, x est la distance à la pointe de la fissure. Tu constates que cette expression diverge en 0. Tu remarques également le facteur K1 qu'on appelle facteur d'intensité des contraintes. Car plus il augmente, plus la divergence de la contrainte en tête de fissure s'accroît. Le facteur d'intensité des contraintes dépend de la contrainte nominale et de la longueur de la fissure A. Dans cette expression, la constante Y dépend de la géométrie, elle vaut à peu près 1. Tu vois que l'unité de K1 est un peu spéciale, c'est des mégapascales par racine de mètre. Tu as sûrement compris que le facteur d'intensité des contraintes augmente lorsque la longueur de la fissure augmente. Imagine l'avancée d'une fissure à l'échelle atomique. Tu vois que les liaisons atomiques en pointe de fissure se rompent. Or, tu sais que ces liaisons stockent de l'énergie élastique lorsqu'elles sont déformées. Donc, lorsque la fissure avance, il y a libération d'énergie élastique. On note G, la quantité d'énergie élastique nécessaire pour faire avancer la fissure d'une longueur ΔC. G s'appelle le taux de restitution d'énergie. Son unité est le joule par mètre carré. Il est relié au K1 par l'intermédiaire de cette expression où E est le module Young. Tu peux voir également G comme une densité surfacique d'énergie stockée en pointe de fissure. Tu comprends que la fissure ne bougera pas si l'énergie élastique stockée G est inférieure à la somme de 2 gamma plus gamma P, où 2 gamma correspond à l'énergie pour former 2 surfaces et gamma P est l'énergie qui peut être dissipée plastiquement en tête de fissure. Ceci signifie qu'il existe une valeur critique de G notée GC, telle que quand G égale GC, on est propagation de la fissure. Tu vois tout de suite qu'on peut définir une valeur critique de K1 notée K1C. K1C comme GC sont 2 paramètres matériaux que tu peux trouver dans les bases de données telles que CES. Je suis sûr que tu as compris que l'on aura propagation de la fissure et donc rupture brutale lorsque K1 sera supérieur ou égal à K1C. Maintenant, je vais t'expliquer la démarche que tu devras utiliser pour dimensionner une pièce afin d'éviter la rupture brutale. Premièrement, tu chercheras l'endroit où la contrainte est maximale. Tu sais qu'il faut repérer les changements de section. Ensuite, pour calculer la contrainte locale, tu utiliseras le facteur de concentration des contraintes KT. L'étape suivante consiste à calculer la contrainte admissible dans ton matériau. Tu utiliseras l'expression de K1 en remplaçant K1 par sa valeur maximale admissible K1C, où A étoile correspond à la longueur de la fissure admissible dans la structure. Tu choisiras cette valeur en fonction du procédé de fabrication ou des techniques de détection. Finalement, tu vois qu'en combinant les deux expressions, tu peux calculer la contrainte nominale maximale pour éviter la rupture de ta pièce. Tu as vu que pour dimensionner à la rupture, il faut se donner une taille de fissure admissible A étoile. C'est pour cela que dans les pièces susceptibles de se rompre brutalement, il est important de contrôler si les fissures ne dépassent pas cette limite. En aucun cas, tu ne dois utiliser la limite à la rupture RM pour dimensionner une pièce à la rupture. Tu dois savoir que cette erreur a coûté la vie de plusieurs personnes dans le passé. Il arrive parfois que la contrainte sigma nominale étoile, utilisée pour le dimensionnement à la rupture, soit inférieure à la limite élastique RE et donc à RM. Maintenant, je vais te montrer comment tu peux mesurer le facteur d'intensité des contraintes. Tu dois faire un essai de traction sur une éprouvette CT. Dans ce type d'éprouvette, on a une fissure dont on a mesuré la longueur. Pour avoir une fissure propre, tu pourras réaliser un essai cyclique charge-décharge pour amorcer une fissure de fatigue.
Durant l'essai de traction, tu peux suivre l'évolution de l'ouverture D et de la force. Tu pourras calculer le K1C à partir de la valeur maximale de la force et des données géométriques de l'éprouvette. Dans cette vidéo, tu as vu la définition du facteur d'intensité des contraintes, K1. Tu sais maintenant qu'il y a rupture brutale lorsque K1 est supérieur ou égal à K1C. Je t'ai présenté également la démarche de dimensionnement à la rupture. Pour ce faire, tu as besoin du paramètre matériau K1C et d'une longueur de fissure admissible A étoile. Tu as compris que le dimensionnement à la rupture n'est valable que si les fissures sont inférieures à A étoile. C'est pour cela qu'il y a des contrôles fréquents sur les pièces d'aéronautique.